Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans votre podcast, une bonne nouvelle avec un potentiel remède belge contre le cancer. On parle beaucoup de médecine personnalisée. La construction du canal Centre Pompidou continue et on vous en parle. Le canal va permettre la création de 300 emplois directs. Et pour finir, nous retrouverons Peter de Keyser pour parler de budget défense belge et du sommet de l'OTAN qui arrive bientôt. Z sur 7 à la une. Le remède contre le cancer sera peut-être belge. Epic Therapeutics, une biotech basée à Charleroi, se prépare à lancer cette année une étude clinique de phase 1. Elle va tester un nouveau traitement contre le cancer, une découverte majeure qui devrait permettre de mieux cibler le traitement des patients. François Fuchs de Epic Therapeutics. On parle beaucoup de médecine personnalisée, c'est-à-dire de pouvoir donner un traitement à un patient, un traitement qui est approprié à un patient donné. Et donc par là, on va pouvoir donner des médicaments, en fait une combinaison de médicaments qui va toucher l'épigénétique de l'ADN et de l'ARN pour pouvoir cibler de manière beaucoup plus spécifique les patients. Cette avancée scientifique a d'ailleurs été récompensée par le prix de la fondation AstraZeneca. Dans un premier temps, Epic Therapeutics commencera ses tests sur certains types de cancers seulement, mais l'ambition est d'aller beaucoup plus loin. Fin 2024, une levée de fonds privés de 12 millions d'euros a permis à la biotech Carolo de se financer pour aller jusqu'au bout de la phase 1, avant, en cas de succès, d'élargir son panel de patients tests. Mais Epic Therapeutics a également bénéficié d'un financement public. François Fuchs. On a eu d'ailleurs la chance d'avoir la région wallonne qui nous a financé. On a, il faut dire, une grande chance en Belgique francophone et en région Wallonie-Bruxelles d'avoir la région qui finance de manière assez particulière finalement des jeunes pousses, des jeunes start-up, et c'est vraiment absolument indispensable, et ça on ne retrouve pas dans tous les pays en fait. Ce succès prouve une nouvelle fois que la Belgique et la Wallonie restent des figures de proue en matière de biotech, grâce entre autres à un écosystème favorable. Pour finir, François Fuchs de chez Epic Therapeutics. On a un écosystème qui permet de fédérer finalement des idées qui émanent de l'académique, notamment en biotechnologie, avec des partenaires économiques, avec des investisseurs, et de se retrouver dans des structures qui nous suivent finalement, et de pouvoir, comme dans mon cas, en tant que professeur, de cofonder une société et qu'on nous prenne la main en quelque sorte pour être compétitif au niveau international. Si tous les tests cliniques se déroulent comme prévu, Epic Therapeutics espère une commercialisation de leur traitement d'ici 5 à 10 ans. Z sur 7 à la une. Aux abords du canal, l'ancien garage Citroën continue sa mue. L'espace de 40 000 m² accueillera bientôt le musée d'art contemporain Canal Centre Pompidou, et des dizaines d'ouvriers terminent le gros œuvre de l'iconique bâtiment. Géraldine de Brouwers, directrice du bâtiment, nous explique. C'est un bâtiment des années 30, l'époque moderniste de l'architecture. C'était un bâtiment qui n'était ni sur liste de sauvegarde, ni classé. On a eu beaucoup de chance avec la région bruxelloise d'acquérir le bâtiment afin de pouvoir le restaurer et de lui rendre son âme au travers d'un programme culturel très vaste. Canal rassemblera 12 espaces d'exposition répartis sur 5 étages. Le musée s'étendra sur 12 000 m² et 7 000 m² seront réservés au CIVA, le Centre international d'architecture. Il y aura aussi des bureaux, des postes de travail, des espaces techniques, un auditorium et un parking. Un écosystème qui devrait générer une nouvelle dynamique dans le quartier. Yves Goldstein, directeur de la Fondation Canal, nous parle de l'impact du projet. Canal va permettre la création de 300 emplois directs et de près d'1 millier d'emplois indirects, donc plus de 1000 emplois directs et indirects créés par ce projet, et une injection monétaire et économique dans l'économie de la région, pour chaque euro investi par la région dans Canal, un retour x4. Le budget des travaux devrait atteindre 230 millions d'euros, dont 185 millions ont déjà été financés par la région bruxelloise, nous assure-t-on. Une enveloppe substantielle à laquelle il faudra encore ajouter celle des coûts de fonctionnement de ce projet pharaonique. Yves Goldstein. C'est un budget de 35 millions d'euros annuel qui est prévu par le contrat de gestion qui lie Bruce Canal à la région en année pleine de fonctionnement.
35 millions, ça représente un peu moins de 0,5% du budget régional. Mais nous sommes bien conscients des difficultés financières du budget régional. La Fondation Canal prévoit l'ouverture du musée fin novembre 2026. Le public pourra voir l'avancement des travaux par lui-même dimanche prochain, car l'accès au chantier sera gratuit. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Ces dernières années, les États-Unis ont souhaité que tous les pays de l'OTAN consacrent 5% de leur PIB à la défense, et la décision de s'y résoudre devrait être prise lors du sommet de l'OTAN en juin. Pourquoi la Belgique ne peut-elle simplement pas le faire ? Pourquoi d'autres pays insistent-ils ? Et comment la Belgique risque-t-elle d'être laissée pour compte ? Nous répondons à ces questions en 5 points. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Tout d'abord, pourquoi la Belgique ne peut-elle tout simplement pas consacrer 5% de son PIB à la défense ? C'est simple, l'argent et la politique. La Belgique a une dette publique de 105% de son PIB et un déficit budgétaire de 4,6%. L'Union européenne nous pousse à réduire ce déficit, donc 5%. Pour la défense, cela représente environ 30 milliards d'euros par an. C'est un saut gigantesque par rapport à nos 2% actuels. Cela coûterait des milliers d'euros supplémentaires à chaque famille et c'est politiquement presque irréalisable. Notre armée est également sous-financée depuis des années. En 2017, nous n'avons dépensé que 0,9% de notre PIB et la plupart de cet argent va aux pensions, pas aux nouvelles armes. Passer à 5% demande un changement complet, il n'y a pas de soutien pour cela à l'heure actuelle. Deuxièmement, pourquoi les États-Unis et d'autres pays insistent-ils pour des dépenses de défense de 5% ? Les États-Unis, sous la présidence de Trump, estiment que la norme actuelle de 2% est trop basse. Il affirme que de nouvelles menaces comme la Russie, la Chine et la cyberguerre exigent une armée de l'OTAN beaucoup plus forte. La guerre en Ukraine a renforcé ce sentiment. Les États-Unis veulent également se concentrer davantage sur ce qui se passe en Asie, donc la Chine, et souhaitent que l'Europe puisse assurer sa propre sécurité. Des pays comme la Pologne, qui dépensent déjà 4%, et l'Estonie, proche de la Russie, soutiennent cela car ils se sentent directement menacés. Les États-Unis eux-mêmes dépensent 3,2%, mais assument la part du lion des coûts de l'OTAN. Et Trump veut que l'Europe paye davantage. Lors du sommet de l'OTAN à La Haye, il veut élaborer un plan pour atteindre 5% d'ici 2032. Avec 3,5% pour les militaires et 1,5% pour les domaines comme la cyberdéfense. L'Allemagne soutient déjà cela, mais pour la Belgique, cela ressemble à de la science-fiction. Troisièmement, la Belgique considère déjà 2% comme le maximum. Comment la Belgique risque-t-elle de s'isoler avec cette norme de 5% ? La Belgique se retrouve de plus en plus seule. Le sommet de l'OTAN à La Haye sera crucial et la pression est énorme. Avec notre position selon laquelle 2% est déjà plus que suffisant, nous nous retrouvons en bas de la liste de l'OTAN, tandis que plus de 20 pays atteignent déjà les 2% et veulent même aller plus loin. Les États-Unis et des alliés comme la Pologne et l'Allemagne considèrent 2% comme une plaisanterie et veulent atteindre 5%. Si la Belgique ne suit pas, nous risquons de perdre la face. Notre armée est également tellement dépassée que nous dépendons d'autres pour, par exemple, la défense aérienne. Bruxelles abrite le quartier général de l'OTAN, mais si nous n'investissons pas, nous perdons en crédibilité et en influence. Cela fait de nous un maillon faible à une époque où l'Europe doit être plus forte. Pour revenir en arrière, comment nos dépenses se comparent-elles à celles des États-Unis ? Combien la Belgique et les États-Unis ont-ils historiquement dépensé pour la défense ? Pendant la guerre froide, la défense était une priorité. La Belgique dépensait environ 3,5% de son PIB dans les années 80. À l'époque, nous avions aussi des écoles, des hôpitaux, des tribunaux et une police. Mais après la chute de l'Union soviétique, ce chiffre a chuté à 1,5% dans les années 90 et même à 0,9% en 2017. Nous en sommes maintenant à 2%. Les États-Unis ont dépensé entre 5,5 et 6% dans les années 80, car ils menaient la course aux armements avec les Soviétiques. Dans les années 2000, avec l'Irak et l'Afghanistan, c'était autour de 4,5%. En 2024, les États-Unis ont dépensé 3,5%, moins qu'avant, mais toujours beaucoup plus que nous. Selon la Rand Corporation, les faibles dépenses de la Belgique ont affaibli notre armée, tandis que les États-Unis sont toujours restés une superpuissance militaire. Cette norme de 5% nous ramènerait alors au niveau de la guerre froide. Et pour finir, que doit faire la Belgique pour le sommet de l'OTAN à La Haye en juin ?
Le sommet de l'OTAN à La Haye sera un moment de vérité. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères Prévost a déclaré que les 5% étaient irréalisables pour la Belgique. Il a également cherché des alliés européens pour cette position. Mais nous n'avons trouvé personne pour la soutenir. Quoi qu'il en soit, il sera difficile de passer à 5% du PIB. Cela représente 30 milliards d'euros. L'opinion publique doit être convaincue que la défense concerne également notre sécurité, pas seulement les armes. Nous devons également négocier intelligemment à La Haye. Peut-être pouvons-nous plaider pour que les dépenses en matière de surveillance des frontières ou de cyberdéfense soient prises en compte, comme le souhaitent certains pays. Si nous ne faisons rien, nous risquons l'insignifiance diplomatique et militaire dans une OTAN qui évolue très rapidement. Personne ne nous infligera de sanctions financières pour cela, mais nous risquons de devenir un paria en Europe et de manquer également des investissements militaires et des collaborations internationales. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous arrivons aux 4 dernières minutes du podcast et aujourd'hui nous allons analyser les marchés financiers avec Guillaume Duchesne de la Banque Transatlantique. La Banque centrale chinoise a baissé ses taux de référence hier matin. Notre expert nous en parle. Simplement pour assouplir les conditions de marché et les conditions de crédit. Il y a vraiment une nécessité d'assouplir cette situation-là pour finalement relancer un petit peu l'économie. Alors ils l'ont fait de manière assez modeste, c'est seulement 10 points de base, mais c'est la première fois depuis 8 mois. Donc ça ramène les taux à 3% sur des taux, c'est des taux de référence à 1 an ou 5 ans, 3% pour 1 an. Voilà, donc c'est pour vraiment essayer de relancer un peu l'économie qui en a en fait un petit peu besoin. En effet, cette dernière statistique macroéconomique était décevante et confirme la nécessité pour les autorités d'intervenir. C'est ça, donc on a eu des chiffres et donc il y avait la possibilité de le faire parce que ça se calme par ailleurs sur la question des tensions commerciales, donc ça permet d'avoir une fenêtre d'opportunité. Et c'est vrai que les chiffres n'étaient pas spécialement bons, donc on avait une production industrielle qui ralentit, qui montre que finalement l'économie n'est pas spécialement favorable, les ventes au détail qui montrent que le consommateur n'est pas au rendez-vous, et puis l'immobilier qui reste quand même toujours dans une phase vraiment de contraction, puisqu'on est vraiment sur les 4 derniers mois à moins 10, et qui est quand même un grand souci de l'économie chinoise pour le moment. Et l'économie est confrontée à des difficultés structurelles. Il y a des difficultés, en fait c'est une économie, et c'est un peu typique des situations émergentes, donc on a eu une croissance économique qui a été exceptionnelle pendant 2 décennies, donc on était avec une moyenne de 8% de croissance du PIB par an. Aujourd'hui on arrive à péniblement 5%, c'est l'objectif que sont fixés les autorités, c'est 5%, et donc il faut atteindre cet objectif-là, donc tant bien que mal, il y a une volonté de la part des autorités. Alors il y a des points négatifs, mais aussi des atouts et des points positifs. Alors les atouts, et vous en avez parlé, c'est tout le développement technologique, donc c'est de voir un petit peu ce qui se passe en termes d'upgrader, parce que c'est ce qui se passe dans les pays émergents, c'est d'essayer de trouver une phase où on sort finalement des produits à faible valeur ajoutée et de monter d'un cran. Ça peut se faire par la consommation, mais ça peut se faire aussi par la technologie. Et là, c'est vrai que les dépenses en recherche et développement sont très importants pour la Chine, plus importants en tout cas en Europe. Et donc ça peut être un élément important. Mais bon, malgré tout, la Chine souffre d'un élément, et on en parle très souvent, qui est le risque de japonisation. Donc vieillissement de la population, avec par ailleurs donc, ce problème de l'immobilier, risque de déflation. Donc c'est des prix négatifs, donc pas d'inflation, mais une déflation. Et puis le dernier élément, c'est aussi cette tension qu'il y a avec ses partenaires, et en particulier avec les États-Unis, qui est de toujours dire on vise, comme le Japon dans les années 80, les pays avec un excédent commercial, et la Chine a un excédent commercial important vis-à-vis des États-Unis. Et cette faiblesse a en quelque sorte forcé la Chine à sceller cet accord avec les États-Unis. En fait, c'est le cas des deux côtés, oui, c'est ça. En fait, et la négociation, en fait, elle a surpris un petit peu par sa rapidité dans la décision, puisque on était un peu dans une escalade au niveau des droits de douane, et puis ça s'est fait très rapidement. Et d'ailleurs, le vice-premier ministre chinois, qui avait négocié à Genève, est revenu un peu comme un héros, parce qu'il avait obtenu finalement un accord qui rend service justement pour ces questions de croissance. Mais il faut être conscient que du côté des États-Unis, il y a aussi un problème qui est l'inflation. Donc finalement, c'était du donnant-donnant. Donc il y a eu une évolution qui a été favorable. On se retrouve avec des taux, des droits de douane supplémentaires qui sont simplement de 30% pour la Chine et 10% pour les États-Unis. C'est bien loin de ce qu'on avait auparavant. On peut dire que les négociations ont été relativement efficaces, mais l'évolution du marché action, c'est encore autre chose. Guillaume Duchesne.
Les marchés actions, on a eu des années assez difficiles sur la Chine, là, sur les 2 dernières années, avec la sortie du Covid qui a été compliquée. Ouais. Donc on avait des indices continentaux qui étaient plutôt négatifs. L'année dernière, justement dans l'espoir d'une reprise, ou en tout cas de stimulus de la part des Chinois, il y a eu un rebond quand même de 20%. Et là, c'est vrai qu'en tout cas pour les indices continentaux, pas Hong Kong, mais pour les indices continentaux chinois, c'est très volatile et très dépendant finalement des stimulus. Mais ça reste quand même des marchés qui sont relativement attrayants en termes de valorisation. On est à 11 fois les bénéfices. Et voilà, vous êtes de nouveau au courant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul épisode. Et le programme de demain, Jean-Pascal. Demain, vous retrouverez la rubrique à la une de Trends Tendance. Dans cette rubrique, un journaliste nous dévoilera les coulisses du magazine Trends Tendance de cette semaine. Vous y retrouverez toutes vos analyses et actualités du monde économique. Le meilleur d'ici là. À demain.